Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Le Code du tourisme fixe les règles de l'organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping, et aussi les modalités de financement de l'accès aux vacances, par exemple chèque de vacances, et le régime fiscal du tourisme. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on s'est dit avec les alchimistes avocats que l'on pourrait vous aider avec un rendez-vous mensuel sur Expérientiel. Chaque mois, avec Chloé Reslan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast Expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour maître. Bonjour monsieur François. Comment vas-tu Chloé ? Très bien et toi ? Ça va. Prêt à parler droit ? Ouais. Alors aujourd'hui, Chloé, on va parler de l'immatriculation. Dis-moi, ça concerne qui l'immatriculation ? Alors François, effectivement, l'immatriculation, c'est une question qui revient très très régulièrement au cabinet. C'est vraiment la question à 1 million. L'immatriculation, c'est pas uniquement pour les agents de voyage, contrairement à ce que beaucoup pensent. L'immatriculation, selon le Code du tourisme, elle est pour toute personne qui élabore et vend ou offre à la vente des forfaits, mais aussi des services touristiques qu'elle ne réalise pas elle-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair, le Code du tourisme. Ça veut dire qu'en réalité, n'importe qui, donc personne physique, personne morale, qui vend des services touristiques, donc par exemple des visites guidées, qu'elle ne produit pas elle-même, donc en fait qu'on ne réalise pas soi-même, donc ni soi ni ses salariés, si on est une entreprise, une société, doit être immatriculée à Tout France parce que c'est une personne qui est assimilée à agent de voyage. Le plus simple, je pense que c'est qu'on donne des exemples. Ouais. Alors par exemple, je suis hôtelier, comme tu le disais, je vends donc des nuitées à l'hôtel à mes voyageurs. Mais en plus de ça, vu que je suis un hôtelier qui a le sens du service, je propose aussi à la vente au comptoir ou sur mon site internet d'autres activités. Par exemple, la visite d'un château à côté de l'hôtel ou la visite de la ville. Mais ces visites, elles ne sont pas réalisées par des personnels ou des salariés de l'hôtel, mais bien par des prestataires extérieurs avec qui j'ai un partenariat. Bien, dans ce cas-là, sans le savoir, l'hôtelier, en réalité, offre à la vente et vend même des services touristiques qu'il ne réalise pas lui-même et donc assimilé agent de voyage, ce qui implique la nécessité de s'immatriculer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire pour finalement un grand nombre d'opérateurs touristiques et pas simplement un opérateur qui vendrait des forfaits, comme on l'a beaucoup entendu. Et ça a changé, ça a beaucoup évolué les définitions depuis 2018, donc c'est important de se mettre à jour. On a aussi beaucoup de questions pour les personnes qui lancent des plateformes qui se veulent être des intermédiaires de vente, mais qui en réalité peuvent être une forme d'offre à la vente de services touristiques qu'on ne produit pas soi-même. Donc il faut faire attention avec cette notion d'intermédiaire et de se dire non, finalement c'est pas moi qui vends directement, je ne fais que mettre en relation. Oui, mais si je touche une grosse commission ou même une petite commission et que c'est sur mon site internet, l'administration pourrait considérer que finalement vous offrez à la vente des services touristiques. Donc il faut vraiment regarder en réalité ce qu'on fait comme activité et ne pas avoir en tête cette obsession du forfait, puisque aujourd'hui, être agent de voyage, ce n'est pas que vendre du forfait. Donc, si j'ai bien compris, ça concerne pas seulement les agences de voyage, ça peut concerner les hôteliers, mais aussi les prestataires d'activités diverses. Oui,
toute personne qui vend du service touristique. Alors, la question, c'est quoi le service touristique ? Parce que finalement, c'est le mot qui est utilisé par le Code du tourisme, mais qui évidemment n'est pas défini par le Code du tourisme, sinon c'est trop facile. Alors, on a le service de voyage, qui lui est défini dans le Code du tourisme, donc c'est la location de véhicules, c'est les nuitées, donc l'hébergement, ou le transport. Si on vend ou on offre à la vente un de ces 3 services-là, on est sur du service de voyage, pas de doute. Si on ne le réalise pas soi-même, il faut s'immatriculer. Si en revanche, on vend d'autres types de services touristiques, visites guidées, accès à des parcs d'attractions, manifestations sportives, là c'est plus compliqué de savoir si on est dans le Code du tourisme ou pas, puisqu'on n'a pas de définition, mais on a des exemples. La directive européenne, qui a été transposée en droit français dans le Code du tourisme, elle nous donne tout un tas d'exemples de services touristiques. Donc on n'a pas de définition, mais on a beaucoup d'exemples. Et on a tellement d'exemples qu'on comprend que c'est un peu tout ce qui concerne le tourisme, voire même le loisir, est considéré comme un service touristique. Donc encore une fois, on sait que la visite guidée est un service touristique, même l'accès au spa est un service touristique, l'accès à une manifestation sportive est un service touristique, c'est très large, très très large. Donc en fait, on peut vite tomber dans cette qualification d'agent de voyage. Alors, comment je fais si je veux savoir si mon activité rentre ou pas dans ces critères ? Alors, 2 possibilités. La première, on regarde si c'est hébergement, location de véhicules particuliers ou transport. On sait que c'est, dans le Code du tourisme, un service de voyage et on rentre dans l'obligation d'immatriculation et d'agent de voyage. Bon, si on est sur un autre type d'activité, on a le considérant 17 de la directive voyage à forfait. Donc on peut aller jeter un œil à la directive dans ce considérant qui nous liste un certain nombre d'exemples de services touristiques. Mais ce n'est pas exhaustif. Donc il faut savoir, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce que l'activité qu'on vend n'est pas listée qu'elle est forcément exclue, qu'on est forcément sur autre chose qu'un service touristique. En revanche, si l'activité est listée dans le fameux considérant 17, donc c'est le point numéro 17 de la directive voyage à forfait, de 2015, à ce moment-là, on est sûr et certain qu'on est sur un service touristique. Donc à partir du moment où on ne le réalise pas soi-même, là, il faut s'immatriculer. Tu peux m'expliquer le considérant 17 ? Ouais, je sais, c'est du jargon. Alors en fait, dans une directive, on a des articles, comme dans toute loi ou tout code. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, la directive, donc les articles contraignants qui viendraient donner les définitions, on a une petite explication de pourquoi cette directive, comment elle a été pensée, à quoi elle sert, comment il faut l'interpréter. Et ça se passe dans donc, cette espèce d'introduction qui est divisée en paragraphes, et chaque paragraphe s'appelle un considérant. D'accord. Donc en fait, c'est simplement le paragraphe 17 de l'introduction. C'est avant les articles, et c'est là que vous allez trouver vos réponses si vous voulez savoir si oui ou non ce que vous proposez est un service touristique. Merci beaucoup pour cette clarification parce que j'étais un peu paumé. J'étais un peu paumé. C'est normal. Alors dis-moi, quand on lance son activité, à quel moment on doit s'immatriculer ? Eh bien, avant de la lancer, il faut, dès le lancement de l'activité, donc dès finalement qu'on est en train de concevoir son projet, se poser ces questions-là. Est-ce que je dois m'immatriculer ou pas ? Et avant de pouvoir exercer, puisque c'est un prérequis pour pouvoir exercer l'activité, il faut s'immatriculer à Tout France. Donc on doit le faire avant de lancer la commercialisation, avant de conclure des contrats. Est-ce que c'est un processus qui est long, compliqué, qui prend beaucoup de temps ? Est-ce qu'on doit se faire aider ? Comment ça ? C'est quoi tes conseils ? Alors, l'immatriculation en tant que telle, c'est assez rapide et c'est très simple. Tout est digitalisé, on peut soumettre, sa candidature, mais son dossier plutôt en ligne, sur le site d'Atout France. C'est très bien fait, les étapes sont bien détaillées, ils ont bien fait leur travail. Donc c'est assez rapide. Il y a des commissions à peu près tous les mois. Là, il y en a un petit peu moins parce que je pense que ça a beaucoup ralenti avec le Covid. Mais normalement, il y a une commission d'immatriculation par mois environ. Et il faut soumettre son dossier, même quelques jours avant, ça peut passer. Donc en réalité, là par exemple, la prochaine commission est en décembre. Il est possible de soumettre son dossier jusqu'à tout début décembre,
pour essayer de passer en commission du mois de décembre et avoir la réponse assez rapidement après. Donc c'est pas très long. Ce qui est long parfois, c'est réussir à cocher les cases pour pouvoir soumettre son dossier d'immatriculation. Parce que pour être immatriculé, il faut quand même respecter un certain nombre de critères, et notamment 2 critères. Il faut avoir une assurance responsabilité civile professionnelle spécifique, dédiée à l'activité d'agent de voyage, et il faut aussi trouver un garant financier qui vous garantit, et qui garantit surtout vos clients, en cas de faillite. C'est-à-dire qui permet le rapatriement, le remboursement des sommes de vos clients si jamais vous faites faillite. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver ce fameux garant financier. Parce que, vous le savez peut-être, mais les principaux garants financiers, dont la PST, a été dans l'impossibilité de garantir les nouveaux dossiers pendant un certain temps. Depuis le mois d'août, ils ont de nouveau le droit de garantir, mais ça reste encore timide aujourd'hui. Mais ça reprend, donc c'est extrêmement positif. Les nouveaux acteurs ont été un petit peu paralysés ces derniers mois, voire cette dernière année, mais ça reprend progressivement et surtout, on voit aussi que l'État commence à prendre des mesures pour réassurer ces garants derrière et leur permettre de continuer leur activité. Donc l'État aussi prend la mesure aujourd'hui, ce qui fait que on va avoir un accès à la garantie financière qui va être de plus en plus facile après une période compliquée. Donc finalement, c'est pas tant de se faire immatriculer qui est long, c'est pas Atout France qui prend du temps, c'est surtout réussir à remplir les conditions pour déposer son dossier et être immatriculé qui peut prendre du temps. L'immatriculation, c'est une contrainte ou une valeur ajoutée ? Alors, c'est les deux, mais moi, je le vois surtout comme une valeur ajoutée et c'est ça qu'il faut dire à vos clients. C'est une contrainte puisqu'on l'a vu, il faut un garant financier et un assureur RC Pro spécifique, donc c'est un coût, évidemment. Il faut payer des primes pour être garanti à la fois en assurance et en garantie financière. C'est 100 € aussi l'immatriculation, donc c'est pas un coût qui est faramineux, mais ça reste un coût à renouveler tous les 3 ans. C'est de l'administratif. Donc là, on a vu que c'était une contrainte. Mais ce que j'entends jamais et pas assez quand je l'entends, c'est très très rare, c'est que c'est aussi une vraie valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant quand on s'immatricule, quand on a fait cette démarche. Il faut le dire à ses clients, il faut le dire aux voyageurs. Je ne le vois pas dans la presse. Vous apportez en réalité une garantie extrêmement importante à vos clients qui viennent réserver chez vous. Vous leur permettez d'être sereins au moment de partir et avant de partir et sur place. Parce qu'ils savent que s'il y a le moindre pépin sur place, un accident, le Covid, quelque chose qui nécessite un rapatriement, même si vous avez fait faillite, derrière, il y a le garant financier qui va tout prendre en charge. L'assurance responsabilité professionnelle qui va l'indemniser en cas d'accident. Il y a une jambe cassée, c'est l'assureur responsabilité civile professionnelle qui va venir rembourser, même si vous n'êtes pas très solvable. Donc en fait, votre client, il doit comprendre qu'en réservant chez vous, vous qui êtes immatriculé, qui avez fait cette démarche de protection du consommateur, finalement, il peut partir l'esprit tranquille. Et moi, ça, je ne le vois sur aucun site internet, je ne le vois dans aucune publicité, je ne le vois dans aucun discours. Et c'est bien dommage parce que le droit, c'est contraignant, mais le droit, c'est aussi, parfois, un atout de vente. Donc, cette information, elle devrait être plus facilement communiquée à un client et c'est ce qui fait la valeur ajoutée d'une agence de voyage par rapport à une plateforme de réservation ? Oui, après, les plateformes peuvent être aussi agents de voyage, mais en tout cas, entre un opérateur qui a compris qu'il était assimilé agent de voyage et qui a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il s'est immatriculé, et un acteur, par exemple une plateforme de réservation qui, au contraire, dit parfois à tort qu'elle est simple intermédiaire et n'apporte aucune garantie, il faut mettre en avant que nous, agents de voyage, même si on n'est pas agent de voyage dans son code APE, c'est-à-dire que ça vaut pour l'hôtelier, l'hôtelier ou la plateforme qui ne s'identifiait pas comme agent de voyage mais qui l'est selon le code du tourisme, ces personnes-là, elles ont fait quelque chose pour protéger les consommateurs et les voyageurs qui vont réserver chez eux. Donc il faut le mettre en avant dans la communication, absolument. Donc cette valeur ajoutée, cette information, cet engagement même, c'est un engagement, est une véritable responsabilité. Comment on la formalise ? Alors,
si tu veux, il y a plusieurs choses. Une fois qu'on est assimilé agent de voyage et qu'on s'immatricule, alors pour le formaliser, il y a quelque chose de très simple, c'est que Atout France délivre un numéro d'immatriculation. D'accord ? Et en plus, en tant qu'agent de voyage assimilé, vous devez, dans vos documents commerciaux et contractuels, donner les coordonnées de votre assureur responsabilité civile professionnelle et de votre garant financier. Donc, de fait, c'est une information qui est communiquée. Ce qui n'est pas communiqué aux consommateurs et aux voyageurs, c'est ce que ça implique. Donc, en fait, tout le monde se conforme à son obligation, c'est-à-dire que je m'immatricule et je donne mon numéro d'immatriculation, mais à aucun moment j'explique ce que ça veut dire. Le consommateur, le voyageur lambda, bon, il voit ce numéro, il sait pas si c'est différent du numéro RCS, qu'est-ce que ça veut dire ce numéro d'immatriculation ? En réalité, moi j'en sais rien en tant que voyageuse. Je le sais parce que je suis avocate en droit du tourisme, mais sinon, j'aurais aucune idée de ce que ça signifie. Donc, il faut peut-être expliquer sur le qui sommes-nous sur sa page internet, sur sa présentation, dans ses documents en préambule aussi, peut-être dans ses CGV, on peut dire en préambule, bah voilà, je suis immatriculée à Atout France, voici mon numéro, voici les coordonnées de mon garant et de mon assureur, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, voyageurs ? Ça veut dire que vous êtes garanti qu'en cas de pépin sur place, ou avant le départ, vous êtes garanti. Et ça, c'est pas écrit. Non, et puis non seulement c'est pas écrit, mais c'est surtout pas compris. Et c'est pas compris. Ce n'est pas C'est-à-dire compris. que moi, je veux dire consommateur, j'ai l'impression que quand je vais, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre une agence de voyage et une plateforme de réservation. On ne va pas nommer les noms ou quoi que ce soit. J'ai juste l'impression de qui tu parles, mais on va pas le dire. On va pas le dire, mais j'ai l'impression de gagner du temps et que plus ou moins ils m'offrent le même service. Et en réalité, c'est quand même bien différent. Et Oui. je te rejoins que il faut inviter tous ces agences de voyage, etc., à mettre en avant cette responsabilité, cet engagement vis-à-vis du client qui est une véritable valeur ajoutée. Et aujourd'hui, c'est essentiel, surtout par rapport au contexte actuel, non ? Absolument. Et tu parles de responsabilité, et c'est un mot qui est fondamental en droit, évidemment. Outre cette obligation d'immatriculation, de garantie, effectivement, celui qui est assimilé à agent de voyage et qui s'immatricule, il est ce qu'on appelle responsable de plein droit. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe sur place pendant le séjour, ou pendant même l'activité, parce que si je vends que des visites guidées, ça marche aussi. Si on a un client qui se casse la jambe, ou il y a une prestation qui n'est pas conforme à ce qui a été vendu, parce que par exemple le guide, il s'est pas pointé à l'heure, il avait 2 heures de retard, ce qui fait que ça c'est venu perturber toute la journée de visite, par exemple. Le client, il a le droit de réclamer directement à son vendeur, donc à l'agent de voyage, une indemnisation. C'est pas grave si c'est pas la faute de l'agent de voyage, parce que objectivement, c'est pas sa faute à l'agence de voyage si le guide il s'est pas réveillé ce matin ou s'il était malade. Mais il est quand même responsable vis-à-vis du client. Et ça, pareil, il faut le mettre en avant, c'est-à-dire que il y a le moindre inconvénient, même s'il n'y a pas de faillite, parce que le garant financier, il intervient qu'en cas de faillite, le client, il sera remboursé. L'agent de voyage, il est responsable. Donc après, ça veut dire aussi qu'il faut avoir conscience que c'est une responsabilité accrue par rapport à n'importe quel intervenant de n'importe quel autre secteur. C'est une responsabilité qui est très forte. Mais du coup, c'est une garantie qui est exceptionnelle pour le voyageur. Et ça aussi, on rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais le mettre en avant, le dire, l'écrire dans ses conditions de vente, l'écrire sur son site internet, faire de cette garantie obligatoire une force commerciale, un engagement propre de l'agent de voyage ou de l'opérateur de tourisme qui vend ses prestations. Et ça, c'est fondamental. Ça veut aussi dire que quand on a une responsabilité qui est comme ça très sévère, il faut se protéger. Donc, il faut penser à rédiger des contrats avec ses prestataires, parce qu'encore une fois, votre prestataire qui n'est pas à la hauteur va forcément avoir une incidence négative sur vous en termes d'image, mais aussi en termes de responsabilité. Donc il faut veiller à reporter cette responsabilité aussi sur votre prestataire quand c'est sa faute. Donc on y viendra, mais voilà, c'est important de se protéger. Vous avez une garantie qui est extrêmement forte vis-à-vis de vos clients voyageurs, donc il faut vous protéger vis-à-vis de vos prestataires.
Donc, si je résume aujourd'hui, l'immatriculation est très importante dans le lancement d'un projet. Oui. Pas seulement pour une question de responsabilité, pas de responsabilité, je dirais, mais plutôt d'obligation réglementaire. Oui. Mais c'est aussi une responsabilité et un engagement vis-à-vis des clients. Oui. Okay, et puis, une opportunité aussi de se protéger soi-même par rapport à tout inconvénient professionnel, etc. Donc, il faut regarder ça plutôt vers une approche business et une opportunité d'ajouter une valeur, une différenciation à son service par rapport à la concurrence. Absolument, je crois que tu as tout résumé. Super. Merci beaucoup, Chloé. Au revoir. François. À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.